Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente la notion de la nation et son évolution historique. Donc, le mot nation vient du latin natio, naître. Il est apparu au début du XVIIIe siècle pour désigner des groupes d'individus ayant la même origine. Mais jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y a pas de différence très nette entre les termes nation, race, peuple. Nation, race, peuple. C'est sous l'impulsion de la philosophie des Lumières que le mot nation commence à prendre le sens politique qu'il a encore aujourd'hui. Des intellectuels issus pour la plupart de la bourgeoisie, lettrés s'engagent alors dans un combat sans merci contre les privilèges de l'aristocratie et l'autoritarisme de la monarchie absolue. Leurs critiques prennent pour cible les arguments que les légistes avaient avancés dans les siècles précédents pour légitimer le pouvoir royal. Le roi de France, appelé roi très chrétien, était considéré comme le représentant de Dieu sur terre, le roi de droit divin. Le roi de droit divin n'a pas de commun avec son peuple, car il est issu de la noblesse qui prétend être d'une essence supérieure parce qu'elle descend des Francs, la race des vainqueurs. C'est ainsi qu'elle justifie ses privilèges. Le territoire sur lequel régnait le roi de France n'est pas considéré comme un bien public, mais comme son domaine propre. Les guerres et les mariages étaient justifiés par le souci d'accroître ce patrimoine. Les Français étaient les sujets du roi. Cette allégeance constituait leur seul véritable point commun, car le monarque exerçait son pouvoir en s'appuyant sur les liens féodaux. Les seigneurs, les représentants, les villes, des corporations, etc., juraient fidélité au roi, qui en échange leur accordait sa protection. Ce système de pouvoir laissait une grande autonomie aux communautés locales, ce qui expliquait l'extrême hétérogénéité du royaume, mosaïque de droits, de coutumes, de langues. Le concept moderne de nation émerge en France vers le milieu du XVIIIe siècle pour contester radicalement ce système monarchique. Un point extrêmement important tient au fait que cette définition française de la nation repose tout entière sur le concept de citoyenneté, élaboré par
Le concept moderne de nation émerge en France vers le milieu du XVIIIe siècle pour contester radicalement ce système monarchique. Un point extrêmement important tient au fait que cette définition française de la nation repose tout entière sur le concept de citoyenneté, élaboré par Jean-Jacques Rousseau dans le Contrat social, paru en 1762. Qu'est-ce qu'on a dit? Le concept moderne de nation émerge en France vers le milieu du XVIIIe siècle pour contester radicalement ce système monarchique. Un point extrêmement important tient au fait que cette définition française de la nation repose tout entière sur le concept de citoyenneté, élaboré par Jean-Jacques Rousseau dans du contrat social, avec S majuscule normalement, du contrat social. L'œuvre est intitulée Du contrat social, paru en 1762. Par quelque côté, quand on remonte au principe, on arrive toujours à la même conclusion. Savoir que le pacte social établi entre les citoyens une telle égalité qu'ils s'engagent tous sur les mêmes conditions et doivent jouir tous des mêmes droits. Ainsi, par la nature du pacte, tout acte de souveraineté, c'est-à-dire tout acte authentique de la volonté générale, oblige ou favorise également tous les citoyens, en sorte que le souverain connaît seulement le corps de la nation et ne distingue aucun de ceux qui la composent. Ce texte est essentiel parce qu'il énonce clairement ce que signifie la citoyenneté. Dans la tradition républicaine française, il ne s'agit pas seulement d'avoir des droits. Rousseau récuse explicitement la définition anglaise et aujourd'hui américaine du citizenship, entendu comme citoyenneté civile. L'égalité civile est insuffisante car le citoyen, au sens plein du terme, participe à la vie de l'État. Il accepte d'obéir à ces lois parce qu'il a contribué lui-même à leur élaboration. Le vivre ensemble, que Rousseau appelle le pacte liant les citoyens, repose sur l'exercice collectif de la souveraineté. Le peuple tout entier devient ainsi souverain à la place du roi, et c'est en exerçant cette souveraineté que les citoyens deviennent une nation. Pardon. Cette définition rousseauiste sera reprise par les leaders de la Révolution française à partir de 1789 dans un texte célèbre. L'abbé Sieyès affirme que tous ceux qui n'ont pas de privilèges et qu'on appelle le tiers-État constituent la nation française. Les privilégiés de la noblesse et du clergé en sont exclus. Ce ne sont pas des citoyens. C'est pourquoi il propose de les renvoyer dans leur forêt de Franconie. Sieyès définit la nation comme un corps d'associés vivant sous une loi commune et représentés par le même législateur. On retrouve la notion de corps, mais une différence majeure est introduite par rapport à Rousseau. La volonté générale cède ici la place à la représentation. Les citoyens exercent collectivement leur souveraineté en déléguant leur pouvoir aux représentants du peuple. Un changement radical a été introduit par rapport à la conception monarchique de la représentation. Désormais, ce n'est plus parce qu'il appartient à une race supérieure au peuple que le souverain exerce le pouvoir d'État. Les élus de la nation tiennent leur légitimité du fait qu'ils sont issus du peuple qu'ils représentent. Un principe d'identité lie désormais les représentés et les représentants, ce qui explique que tout citoyen puisse remplir les deux rôles. Cette définition républicaine de la nation, ou plutôt de la nation, a été élaborée par les membres d'une bourgeoisie intellectuelle très hostile à l'égard de la religion catholique,
qui avait été pendant des siècles l'auxiliaire du pouvoir monarchique et rejetant les privilèges aristocratiques dont ils étaient eux-mêmes exclus. C'est ce qui explique l'importance prise d'emblée par la question de l'égalité. L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen adopté en 1789 l'énonce clairement. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est au nom de ce principe universel que la République votera en 1991 la loi sur l'émancipation des Juifs, puis adoptera en 1794 un décret abolissant l'esclavage dans les colonies. Participer à la vie de l'État signifie aussi que les citoyens doivent défendre leur nation lorsqu'elle est menacée. Cette exigence prend toute son importance en 1792, lorsque les armées ennemies envahissent la France. La mobilisation des citoyens au nom de la patrie en danger, présentée comme la cause principale de la victoire de Valmy, constitue un autre fait historique essentiel dans la tradition républicaine. Le dernier point que je voudrais souligner à propos de la définition de la citoyenneté qui s'impose pendant la Révolution française, c'est que le principe d'égalité est d'emblée contredit par le fait que celle-ci est réservée aux hommes. Seuls les Français de sexe masculin sont invités à participer à la vie de l'État. C'est une citoyenneté de père de famille qui associe les femmes de manière indirecte par le biais du lien domestique.